Bonsoir à tous. Nous sommes de nouveau très heureux de continuer le cycle de conférences sur la biodynamie proposé par les Journées paysannes. Après l'approche philosophique de la pensée de Steiner proposée par Clara Marcini et Yvan Besson, après l'analyse de la pensée de Steiner dans son ouvrage La science de l'occulte par le père Emmanuel, nous continuons aujourd'hui notre exploration de la question de la biodynamie. Sur les 2 premières soirées, nous avons plus parlé de Steiner et d'anthroposophie que d'agriculture. Mais nous avons bien compris que Steiner n'a donné les principes de l'agriculture biodynamique qu'en tant qu'application concrète de sa pensée anthroposophique. C'est pourquoi nous avons abordé les racines et fondements philosophiques et spirituels de la biodynamie. Ce soir, Véronique Chable va nous présenter l'approche scientifique et agronomique de la biodynamie par des résultats d'études scientifiques. Et comme la biodynamie semble faire appel à des notions qui ne rentrent pas dans notre cadre scientifique moderne, elle va aussi interroger notre façon de voir la nature et la science. Avant de lui donner la parole, il nous semble important de redire quelques mots sur la nature de ce cycle de conférences pour ceux qui participent pour la première fois ou regardent ces vidéos en différé sur Internet. Ce préambule est indissociable du contenu proposé. Le cœur de notre question est de savoir si la pratique de l'agriculture biodynamique est compatible avec notre foi catholique, notre foi en un Dieu incarné en Jésus, notre foi en un Dieu créateur et sauveur. Autrement formulé, existe-t-il un risque spirituel à pratiquer l'agriculture biodynamique? Un travail de recherche a commencé il y a quelques années par un petit groupe qui s'est élargi petit à petit. Cette année, nous avons identifié le besoin de prendre le temps d'écouter les personnes qui avaient déjà réfléchi de façon poussée sur la question, chacun avec leur regard propre. Philosophique, théologique, agronomique, terrain, historique. Il ne s'agit pas de la pensée des Journées paysannes, pas plus que celle de l'Église. C'est un éclairage documenté du sujet. Les intervenants, comme les participants, ont des regards et avis divers de la question. La liberté de parole que nous souhaitons implique une vraie écoute réciproque. Nous sommes invités à poser toutes nos questions. Ces conférences sont sur invitation car le temps de diffuser largement les échanges n'est pas encore venu. Il ne s'agit pas non plus d'un débat, le temps de l'échange d'idées viendra plus tard. C'est le temps de l'écoute et du questionnement. Pour permettre cela, nous avons opté pour que les questions soient posées par écrit dans le chat et relayées par les animateurs. Il s'agit donc de questions assez courtes. Nous vous demandons de garder vos micros et caméras fermés. Si une personne ne respectait pas ces règles, nous nous réservons le droit de l'exclure de la conférence. Avant de commencer, nous vous proposons de nous mettre sous le regard de celui qui nous rassemble. Demandons-lui son esprit d'écoute, de sagesse et d'intelligence. Lisons ensemble la prière de saint Thomas. Samuel, je vous laisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de notre intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail, dirigez-en le progrès, couronnez-en la fin, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Véronique, à toi la parole. Prière très inspirante. Voilà, donc j'ai essayé de structurer un peu ma réflexion en commençant par la commande, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique des pratiques de la biodynamie, des méthodes réductionnistes, puisqu'on sait que ça sous la main, c'est un appel scientifique. Donc je propose cet exemple, mais ça sera, disons, je les présente tous de façon identique et de façon très synthétique. On ne va pas faire trop de sciences pointues, mais c'est juste en comprendre la substantifique moelle.
quelle réflexion ça m'amène, tout ce travail sur le monde créé, sa nature visible et invisible, et les approches qui sont autour. Quelle réflexion sur les hommes, la science et les hommes de science, parce que la biodynamie est-elle un cas isolé, ou est-ce que dans la pratique de scientifique, elle mène pas aussi des gens avec des pensées préétablies dont les résultats sont un peu déterminés par leurs pensées, et les résultats scientifiques peuvent aussi être amenés à discuter. Et comment, à travers mon expérience, à travers la bio et les semences, et comment je vis tout ça au quotidien, qu'est-ce que ça m'inspire aussi, et comment questionner nos savoirs et comment nous les utilisons. Parce que François est dans les auditeurs, mais c'est combien on peut discuter ensemble sur agriculture et notre pratique chrétienne. Alors, en bref, on parle de biodynamie, c'est-à-dire, je fais vraiment très bref, je pense que tout le monde connaît les 3 principes fondamentaux, c'est concevoir la ferme ou le jardin comme un organisme agricole, une entité autonome et individualisée, utiliser des préparations dites biodynamiques, préparations à base de plantes médicinales, de pousses de vache, de quartz, qui agissent énergétiquement pour l'équilibre du domaine. Donc là, j'ai pris les définitions du site de biodynamie. Et travailler avec les rythmes cosmiques, c'est-à-dire tenir compte des influences du Soleil, de la Lune, des planètes et du zodiaque. Alors, la biodynamie intéresse de plus en plus. Le nombre de publications scientifiques qui sortent sur le sujet ne cesse d'augmenter depuis un graphe entre 2006 et 2017. Si on comptait 3 publications en 2006, je suis allée compléter, voir ce qui se passait en 2022, et on est déjà à 17 articles sur les 5 premiers mois de 2022. Donc, vous voyez, la courbe, elle est exponentielle. C'est vraiment un domaine qui attire. Et on étudie la biodynamie sur plusieurs angles, à la fois sur la qualité des sols, en viticulture, parce que c'est là que c'est le plus utilisé, mais sur la production agricole, sur les préparations elles-mêmes, qu'est-ce que c'est que ces préparations, de quoi ils retournent, sur la qualité de l'alimentation, sur le système lui-même, sa durabilité, et sur le développement de l'agriculture biologique de façon générale. Et donc, j'en étais justement sur une synthèse sur le nombre de publications, qui est assez impressionnant, puisque je disais 3 publications en 2006, et on en est à 17 sur les 5 premiers mois de 2022. Tout étudiant de façon très diversifiée, donc les approches, le sol, la viticulture, la production, les préparations elles-mêmes, la qualité de l'aliment et le système, comment il fonctionne. Donc, c'est intéressant quand même que le monde scientifique s'intéresse à la biodynamie de multiples façons, quoi, et avec différentes approches. Et je vais l'illustrer avec les 7 exemples. Bon, globalement, cette synthèse qui date déjà de 5 ans, elle faisait état de 10 études sur le sol, 8 ont montré des effets positifs et systémiques de la biodynamie en matière de qualité organique des sols et de paramètres biologiques. Sur 15 études sur les préparations biodynamiques, 13 montrent des réactions significatives des plantes et du sol suite à leur application. Sur la qualité alimentaire, sur 21 études, 17 montrent des effets significatifs et positifs sur la qualité des aliments. Et en viticulture, on est dans le même ordre de grandeur. Sur 17 études examinées, il y en a 13 qui montrent vraiment des implications sur la qualité du raisin. Mais la conclusion de l'article, et je la citais parce qu'elle est intéressante, à ce jour, les effets de la biodynamie sont généralement étudiés selon des approches réductionnistes classiques en sciences naturelles et mobilisent des modèles d'études réductionnistes, c'est-à-dire la façon dont sont conçues les études sont absolument différentes de la façon dont sont conçues les préparations et appliquées en pratique. C'est-à-dire l'angle d'approche est juste un focus sur tout le processus de production. Et donc, ces auteurs, ça serait utile d'avoir une approche plus holistique. Mais bon, des approches plus holistiques sont généralement plus chères et plus difficiles à faire. Donc, c'est à réfléchir pour le futur, s'il y en a qui se lancent justement sur des approches plus holistiques de la biodynamie, en intégrant plusieurs outils et plusieurs types de connaissances en même temps.
Alors, dans nos exemples d'études, j'ai commencé par la composition des préparations. Comment, avec des outils différents, on a pu regarder ce qu'il y avait dans ces différentes préparations. Donc, c'est la partie 2, disons le point 2 des pratiques biodynamiques que je citais au départ, vous n'avez pas vu la diapo, c'est-à-dire l'utilisation des préparations. Qu'est-ce qui est ces préparations à base de plantes médicinales, bouse de vache ou de quartz? Voilà, comment, en les regardant de façon analytique, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc, 8 préparations sont préconisées dans le cours aux agriculteurs, 2 à pulvériser sur le sol et les cultures, qui sont 500 et 501, et 6 à introduire dans les composts. Donc, les plus étudiées sont la 500 et la 501. La 500 qui est la bouse de corne, élaborée à partir de la bouse mise dans des cornes de vache et qui passe un hiver dans le sol à maturer. Et le 501, c'est du quartz broyé, donc il est mis aussi dans le sol, mais pas tout à fait aux mêmes périodes. Et alors la particularité, c'est qu'elles sont à peu près préparées de la même façon, c'est-à-dire après forte dilution et dynamisation. Donc le terme dynamisation, je vais en parler après toutes ces études. On a interagi avec Hélène et effectivement, j'ai réalisé que je n'avais pas parlé de la dynamisation. Et donc, c'est important de le mentionner. Donc là, je commence par des analyses complètement biochimiques de la biodynamie. Alors, une première étude, c'est sur les propriétés moléculaires d'une préparation de bouse de vache par des Italiens. Donc, j'ai aussi pris soin de vous mettre qui faisait les études pour vous montrer les types de labos qui s'y intéressent. Généralement, c'est des universités. En Italie, c'est un labo d'université, plusieurs labos d'université qui collaborent sur ces aspects avec certains avec des techniques particulières comme la spectrométrie de masse là, pour étudier la composition des préparations. Donc là, la méthode d'analyse, donc c'est la spectroscopie à résonance magnétique nucléaire à l'état solide. Et la thermochymolyse, donc c'est des termes très, très précis, mais c'est une approche un peu physique de la composition chimique. Mais il y a plusieurs types d'approches. Donc là, je vous en ai pris une. C'est loin d'être une approche des biodynamismes, mais on peut regarder les choses de différentes façons. Et j'arrive directement au résultat parce que c'est pas intéressant de voir toute la... On n'aura pas le temps de discuter si je fais dans le détail. Donc, ces chercheurs montrent qu'ils ont pris 3 préparations différentes de 500 et elles sont très distinctes d'autres matériaux compostés et elles suggèrent des activités, des bioactivités à partir de... Disons, ils reconnaissent dedans des molécules avec des bioactivités fortes. Et ces produits donc, ont des composants biolabiles et donc potentiellement propices à la stimulation et la croissance des plantes par rapport à ce qui est déjà connu en molécules bioactives. Alors, une deuxième étude aussi sur une approche microbiologique et la bioactivité d'un produit, d'une préparation 500, donc avec d'autres équipes, encore italiennes, mais ce n'est pas forcément toujours des Italiens, d'autres méthodes, puisque là, ils ont regardé les compositions microbiennes, l'analyse chimique des macronutriments élémentaires via un analyseur de combustion et des tests d'activité pour des enzymes et des bioessais pour détecter différents types de bactéries connues pour leurs activités hormonales ou sur la croissance des plantes. Donc, c'est une approche là biochimique et biologique in vitro. Alors, dans les calculs, en fait, je fais un petit détour avant d'arriver au résultat, c'est leurs calculs sur les quantités de molécules détectées dans les préparations après dilution. On se dit, c'est très dilué, le 500, le 501, donc comment on peut avoir une action. Donc, quand on pratique la dynamisation, on dit que c'est l'eau qui transmet l'information par la dynamisation. Mais dans les préparations, ils reconnaissent quand même à ce type de dilution, il y a suffisamment de molécules
c'est de l'ordre du micromolaire, mais toutes les molécules d'origine microbienne qui sont efficaces pour les changements physiologiques, pour la morphogenèse des plantes, agissent à ce type de dilution. Donc, il n'y a rien d'incohérent sur la dilution et la quantité, même très faible, de ce qu'on trouve dans le 500 dilué par rapport à ce qui est connu de molécules bioactives, au moins sur les aspects physiologiques des plantes. Donc, les résultats ont montré une cohérence des assemblages bactériens dans les différents lots de préparation d'une même année, malgré les origines géographiques différentes. Les activités enzymatiques ont montré des valeurs élevées en différentes enzymes, et la préparation présentait un fort effet de type auxine sur les plantes. Donc, l'auxine, c'est toujours des facteurs de croissance. Donc, on revient toujours à détecter des molécules qui favorisent la croissance. Donc, qui favorisent aussi la fertilité des sols et le cycle des nutriments. Donc, cette étude ajoute par rapport aux autres, ils ont détecté des activités en tant que biostimulant du sol. Troisième étude, c'est bioprospection d'isolats microbiens à partir de préparations biodynamiques pour des propriétés toujours d'activateurs de croissance et de biocontrôle. Ça, c'est une étude très récente faite par des Indiens. Le biocontrôle aujourd'hui est à la mode puisqu'on recherche des molécules de biocontrôle pour soi-disant être plus agroécologue et ne plus utiliser des pesticides de synthèse. Donc, beaucoup de labos sont à la recherche de ces fameuses molécules de biocontrôle pour, apparemment, disons, pour donner le change aux molécules de la pétrochimie. Donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'augmente aussi de façon assez importante les études sur la biodynamie à la recherche justement du change à tous ces aspects de chimie. Donc, la méthode, c'est des cultures des microbiologiques à partir des préparations biodynamiques, notamment, toujours c'est le 500 là pour le moment, et recherche de molécules et tout ce qui agit sur les plantes, à savoir donc la production d'ammoniac, solubilisation du phosphate pour les sols, différents aspects physiologiques des plantes. Ils ont regardé l'efficacité sur la germination des plantes et les propriétés de l'huile biologique. Et c'est ça vraiment la recherche, c'est de trouver comment lutter contre les maladies et trouver des molécules pour servir de pesticides. Donc, ils ont isolé plein de bactéries et de champignons dans les préparations biodynamiques. Là, ils ont ils ont utilisé de la 500 et la 507. Et comme les autres études, c'est toujours des molécules qui mettent en évidence, qui agissent sur la croissance des plantes et aussi sur le contrôle des agents pathogènes, avec des propriétés particulières sur des pectinases, des cellulases, des amylases qui réduisent l'activité des micro-organismes. Donc, l'interprétation, c'est que les isolats de micro-organismes issus des préparations biodynamiques ont de fortes propriétés de promotion de croissance des plantes, de contrôle biologique et enzymatique et peuvent être responsables de l'efficacité de ces préparations biologiques sur le terrain. Et on pourrait continuer parce qu'il y en a plein d'études qui vont toujours dans le même sens. Il y a dans les préparations biodynamiques des éléments de biocontrôle et de promotion de la croissance des plantes. Ça, je crois qu'il y a trop d'études avec différentes méthodes. Vous voyez, des méthodes physiques, des méthodes biologiques, des méthodes physiologiques, et il n'y a pas, et toutes concordent sur la même observation. Alors là, je passe sur la silice. J'ai trouvé une belle synthèse. J'ai retrouvé aussi des articles récents qui confortent cette synthèse. Donc, je suis partie de la synthèse. Donc, la silice, c'est le 501. Donc, le 501 agit, on l'applique plus tard sur les plantes et pas sur le sol, mais sur la plante. La croissance et la photosynthèse.
Mais de façon générale, le silicium sur les plantes a un effet connu de plein de façons, et pas forcément en bio, pas forcément en champ, même en culture in vitro. Donc, l'effet lumière, entre guillemets, donc favorise les activités photo sur le port de la plante, puisque la silice a des propriétés mécaniques sur la paroi des cellules, donc renforce les cellules, sur l'atténuation des stress, augmente des défenses naturelles et atténue les stress abiotiques, la toxicité des métaux lourds, la sécheresse, l'eau, le vent, les températures extrêmes, la salinité. Donc, il y a plein d'articles aujourd'hui justement sur comment parer à l'augmentation des salinités. C'est un gros défi aujourd'hui de nombreuses régions agricoles où le taux de salinité augmente. La toxicité des métaux lourds, on en parle avec tout ce que les sols ont reçu de pesticides. Il y a besoin par endroit aussi de rééquilibrer. Et donc, finalement, la silice est un élément réparateur de tout ça, et les derniers articles confirment ces recherches. Donc oui, c'est un détail sur la salinité. Donc, elle répare la silice, elle répare les dommages membranaires puisqu'elle fait partie de la structure, et diminue aussi la concentration tissulaire en sodium et augmente celle du potassium et du calcium. Donc elle corrige, elle balance les effets de la salinité. La sécheresse, c'est pareil, elle ralentit les effets délétères dus à la sécheresse. Donc aujourd'hui aussi, plein de gens s'intéressent aux effets de la silice, donc avec des actions physiologiques et biochimiques intéressantes, et c'est souvent lié aussi à la salinité. Alors, dans les réactions de défense des plantes, la silice est mobilisée par les plantes aussi pour synthétiser des enzymes défensives. Donc, elle réduit l'effet des insectes herbivores ou phytophages. Sur les maladies des plantes, il y avait seulement un exemple développé sur le riz, avec une réduction spectaculaire de la sévérité des maladies fongiques, de toutes sortes de maladies. Voilà, donc c'est toujours sur un principe simple de réparation cellulaire. Voilà pour les préparations. Donc maintenant, je vais passer sur les effets agronomiques de ces préparations, avec une quatrième étude, donc sur la... Alors moi, je ne vois pas mon titre parce que... Ah, ouais, il y a un truc qui... Ouais. Une meilleure croissance et la santé des racines, la résistance au stress et l'augmentation de la matière organique des sols liée à l'application de préparations biodynamiques. Là, c'est une collaboration entre une université américaine et le Louis Bock Institute aux Pays-Bas. Donc, je connais bien le Louis Bock Institute puisqu'ils travaillent avec eux depuis 2006 dans les projets européens et sur des travaux sur l'agriculture biologique. Donc, ils sont très, très rigoureux dans leur démarche, surtout comme l'Europe du Nord. Ah, ne plus défiler. Ah, c'est bon. Donc les méthodes, là, on revient à ce qu'on connaît. On sort des labos, on retourne dans des parcelles d'essai, comme dans tout le système conventionnel et biologique, donc comme ils sont sérieux, ils font ça sur des sols bien uniformes, un rayonnement égal, des blocs complets, aléatoires, avec des réplications, des répétitions, dirons en français. Donc, il mesure les caractéristiques racinaires, les rendements pour le blé et le maïs, et le travail a été fait sur des rotations de 6 années, en mesurant en parallèle la qualité des sols, la biomasse microbienne et la respiration. Donc, la particularité, c'est que ces chercheurs ne se sont pas contentés dans leur essai d'appliquer 500-501, ils ont aussi essayé d'ajouter d'autres préparations biologiques, telles qu'une préparation à base d'ortie, un compost de baril. Je n'ai pas regardé dans le détail de quoi il s'agissait, mais c'est-à-dire qu'ils ont regardé comment... Ils ont considéré finalement la biodynamie comme une application d'éléments végétaux pour stimuler la croissance des plantes. Donc ils se sont dit, pourquoi pas... Ils sont sortis du carcan des pratiques biodynamiques, et plutôt en gardant l'esprit et regardant comment on peut aussi ajouter d'autres choses
dans la même logique. Donc à Washington, dans l'État de Washington, les préparations ont augmenté la croissance des racines du blé d'hiver, la biomasse microbienne et la matière organique des sols. Donc, puisque dans l'État de Washington, ils travaillent surtout sur le blé et dans le Wisconsin sur le maïs. Et la même chose, la préparation 500 ajoutée de la préparation d'ortie était la plus efficace et a augmenté la croissance des racines des maïs, la santé des racines et la matière organique des sols. Donc là, ce n'était pas le 500 le plus efficace, c'était le 500 avec l'ortie. Et deuxième type de résultat, donc avec des augmentations de matière sèche très significatives, quand même de 10 à 40%, et selon les expériences l'année et la culture. Et avec ce point particulier de l'ortie qui a des effets compensateurs du rendement très positifs dans les conditions de stress. Donc, ils ont finalement amélioré la biodynamie. Donc, avec les résultats montrent des rayonnements plus réguliers que chez les témoins. Et la plus grande production de racines et de santé des racines a été observée aussi dans ces conditions. Alors, sur l'effet physiologique des préparations, là, on repart in vitro, c'est-à-dire qu'il y en a qui étudient en champ, il y en a qui étudient in vitro pour analyser précisément ce qui se passe. C'est l'université de Kassel en Allemagne qui a une faculté agriculture biologique assez connue, donc avec aussi une unité de biostatistique en collaboration. Donc, c'est un autre contexte scientifique, donc c'est une étude très récente, puisque c'est 2020. Donc la plupart du temps, j'essaie d'avoir des études qui sont très très récentes pour montrer que ça intéresse quand même beaucoup de monde. Donc là, on revient sur la bouse de corne et on regarde en conditions de labo, en culture in vitro, qu'est-ce que ça donne. Et donc, la méthode, c'était d'essayer de voir en quoi la 500 est un biostimulant. Et avec des activités, alors avec des méthodes que je ne connais même pas, par exemple la gravistimulation, donc c'est l'exposition de végétaux à un champ de gravité particulier pour étudier l'influence de ceux-ci sur la croissance et leur orientation. Donc, et aussi à différents types de lumière. Donc la bioactivité du 500 a consisté en une mode d'action compensatoire vis-à-vis des facteurs de stress, comme à la surdose d'eau et à la gravistimulation, et une interaction synergique avec l'exposition de la lumière fluorescente. Donc le 500 semble agir avec les systèmes sensoriels de la plante, stimulant probablement l'adaptabilité de la plante à son environnement en augmentant les processus d'autorégulation. Donc là, ils sont allés voir quand même d'autres capacités, c'est pas simplement de type hormonal ou des plantes de biocontrôle, mais en allant voir sur des choses beaucoup plus fines du comportement de la plante lors de sa croissance, de son adaptation et de la régulation. Alors sur les effets de la physiologie en champ, donc les réponses aux menaces climatiques et pathogènes dans les vignes biodynamiques et conventionnelles. Là, j'ai pris une étude française qui est coordonnée par Jean Masson, qui est un collègue qui est plutôt sciences humaines, qui a découvert les sciences participatives et qui anime tout un réseau d'études autour de la biodynamie. Donc là, il y a vraiment une équipe très, très diversifiée, puisqu'il y a à la fois de la génétique, de la biologie moléculaire. Et plein, donc dans cette étude, c'est vraiment une étude très diversifiée des effets de la biodynamie. Donc, ils ont travaillé sur 8 vignobles conventionnels et 6 biodynamiques, et en prenant soin d'avoir les mêmes porte-greffes et greffons, ce qui n'est pas toujours facile à réunir. Ils ont analysé les sols, structure physique et composition chimique. Les feuilles ont été prélevées pour des extractions d'ARN, donc c'est l'expression des gènes qui est observée, donc gènes d'immunité pour l'oïdium et différents virus, et aussi une analyse moléculaire qui est la RTP,
la RT-PCR qui donne une idée de l'activité génétique d'un gène particulier, c'est-à-dire qu'on a la quantité d'ARN exprimé, donc ça donne une idée, non seulement il est exprimé, mais à quel niveau il est exprimé pour le milieu, la résistance au milieu, l'oïdium, le cournoyer, enfin tout ce qui embête la vigne aujourd'hui et les vignobles. Donc je vais vite aux résultats. Donc l'amplitude des réponses des plantes aux menaces climatiques était plus élevée, disons l'amplitude en biodynamique en conduite conventionnelle, c'est-à-dire que les plantes avaient des capacités de réaction plus fortes, et aussi pour les tendances saisonnières et les attaques d'agents pathogènes. Donc c'était associé, parce c'était vraiment une étude génétique et d'expression, donc expression plus élevée des gènes de silençage, c'est de phénomène épigénétique, c'est-à-dire qu'un génome, quand il s'exprime, il y a des gènes qui sont allumés, qui sont éteints pour favoriser l'adaptation. Donc, dans les plantes cultivées en biodynamie, elles avaient des capacités plus élevées à éteindre et à remettre en route certains gènes pour favoriser l'immunité ou des réactions adaptées en fonction des stress. D'où l'amplitude des réponses des plantes plus élevée dans les conditions biodynamiques parce qu'ils avaient un génome plus réactif. Donc, avec des niveaux plus élevés de métaboliques secondaires, type antioxydants et antifongiques. Donc, il suggère que la durabilité des pratiques biodynamiques repose probablement sur des régulations moléculaires fines. Donc là, on ajoute aussi une couche dans la compréhension du fonctionnement des aspects biodynamiques. Non seulement on apporte, dans les premiers articles, on apportait des molécules stimulatrices, mais là, cette étude montre que les préparations jouent aussi sur l'expression génétique des plantes et toute la régulation épigénétique pour favoriser l'adaptation. Donc, c'est la régulation interne qui est plus fine. Donc, sur la qualité des produits, donc, je suis sortie de la vigne, je suis allée voir des courges sur la citrouille, avec une étude aussi très récente, faite en Lituanie et aussi en collaboration avec l'université de Kassel. Donc, quels sont les effets de ces préparations sur ces citrouilles? Ensuite, je n'ai pas mis... Si, j'ai dû sauter trop vite. Ouais, c'est ça. C'est pas facile quand je suis pas en mode présentation. Donc, c'est une étude de 3 ans sur les rendements, la composition nutritive dans la peau, des fruits, des graines de nos citrouilles, avec des blocs, des répétitions. Donc, une analyse carrée comme l'agronomie récente en a l'habitude. Donc, mesure du rendement total et commercialisable avec les qualités, ces macroéléments, caroténoïdes totaux, caroténoïdes simples et antioxydants qui sont reconnus aujourd'hui comme des facteurs de santé. Donc, rendement commercialisable, teneur en microéléments, caroténoïdes totaux, simples et antioxydants ont été tous significativement augmentés par l'utilisation de la silice de corne. La combinaison des deux préparations a en effet considérablement accru le rendement total et commercialisable et la productivité photosynthétique nette. Et comparé à d'autres investigations, donc ces effets, parce que là, ça marchait super bien, mais ils reconnaissent que pour toutes les espèces, il faut réadapter et d'avoir aussi d'être bien précis sur l'application des préparations pour voir des effets positifs. C'est pas toujours, on n'arrive pas toujours à de tels résultats. Donc, c'est la pratique en fait qui fait que on ajuste petit à petit l'application des préparations aux cultures que l'on connaît bien. J'avais 7, oui. Donc, dans cette partie, j'ai essayé de balayer peut-être trop rapidement, mais je pourrais revenir si ça vous intéresse, mais c'est pas faire un catalogue de toutes les études scientifiques qui étudient la biodynamie, c'est un peu être rébarbatif parce qu'on arrive toujours, ou la plupart du temps, quand les études sont bien faites, à reconnaître des propriétés indéniables des préparations biodynamiques.
Les principes actifs sont de plus en mieux connus, mais sont tous les mêmes sur la croissance des plantes, leur plasticité, la qualité des produits et des sols. Donc, ils agissent à des doses très faibles et c'est cohérent avec les préconisations de dilution des praticiens de la biodynamie. Donc, l'ensemble des études là, que je vous ai présentées, bon, elles sont complémentaires pour montrer qu'en fait, quel que soit l'angle d'approche, on arrive toujours à quelque chose qui soit à peu près cohérent sur la façon d'agir. Bon, dans la synthèse du départ, on a bien montré qu'il y a des études où on ne trouve rien, mais il y a certains chercheurs, justement les derniers, qui sont prudents, c'est-à-dire qu'il y a aussi la façon d'appliquer, il faut le faire de façon judicieuse et ça ne marche pas forcément, hein, même si on met un pesticide quelquefois chimique, il marche pas, donc c'est pas, Dame Nature a toujours le dernier mot, quoi. Et j'ai envie de conclure en fait, ce que j'ai lu, j'ai regardé. Il y a quand même beaucoup de praticiens aujourd'hui, même sur le site du MAD, qui reconnaissent que certains mettent au point de nouvelles formules pour répondre à des besoins spécifiques. C'est-à-dire que la biodynamie, pour ceux qui la connaissent bien, elle n'est pas fixe, ça doit évoluer. Et dans les publications, il y en a d'autres qui essaient de croiser avec d'autres préparations pour regarder en quoi on peut aussi perfectionner cette agriculture finalement basée sur des plantes médicinales, sur des microbes et sur la silice. En fait, ça se résume à ça. C'est comment combiner des micro-organismes, la silice et des principes actifs de plantes médicinales pour avoir une agriculture plus efficace. En fait, ça se résume à ça pour ceux qui l'abordent de façon scientifique réductionniste. Et d'après les membres du MABD aussi, que je connais bien, on n'est pas au bout non plus de la mise au point de la biodynamie, puisque aujourd'hui encore on pratique la biodynamie à partir de ce que Steiner a défini, donc dans des conditions européennes. Donc, ils reconnaissent qu'il n'est peut-être pas très logique de faire en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud, les mêmes préparations. Donc, il y a aussi toute une réflexion à faire, c'est-à-dire de regarder les plantes, comment l'écosystème est enrichi par finalement des bouses de n'importe quel, disons d'un animal local, de la silice locale et des plantes médicinales locales. Donc, il y a aussi tout un travail de recherche à faire au niveau des praticiens de la biodynamie pour la rendre cohérente complètement et donc respecter aussi le principe d'autonomie qui est défini au départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Et ça, c'est un peu reconnu par le milieu, c'est-à-dire qu'on parle d'autonomie, mais néanmoins, quand on importe des écorces de chêne en Australie pour faire de la biodynamie, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait logique. Donc, mais ce manque de logique est reconnu. Donc, comme toute science, elle est appelée à évoluer et à devenir plus pertinente au fur et à mesure des années. Mais il faut reconnaître que le mouvement de la biodynamie a quelques raideurs. Et tous n'ont pas ces idées de faire évoluer le système. Alors moi, en tant que scientifique, ça me pose plein de questions parce que ça me pose question entre ce monde créé, visible et invisible. Qu'est-ce que le biodynamiste utilise? Donc Steiner a eu des inspirations particulières, mais quand on est dans le nez, dans le guidon et en observant toutes les préparations, elles n'apparaissent pas si extraordinaires que ça, quoi. C'est tout logique. Peut-être que la biodynamie aurait pu être inventée quelques années plus tard, quelques années avant, par quelqu'un qui ne soit pas Steiner et qu'on ne se pose pas ces questions ce soir, quoi. Et par rapport aussi à la notion d'invisible, visible-invisible, se pose la question du sensible. Quels sont les sens avec lesquels on appréhende ce monde? Avoir de l'inspiration, c'est aussi peut-être sentir des choses avec des sens qui ne sont pas les yeux, pas le toucher. Quel est ce sens, par exemple, qui fait que les animaux arrivent à trouver de l'eau, de fuir devant des dangers que les humains ne perçoivent pas? Donc, il y a bien un sens qui leur permet de détecter, et c'est pas du spirituel, c'est juste de l'invisible qui est réellement palpable pour eux. Donc, on parle de flair pour l'animal, mais pour l'humain, qu'est-ce que c'est?
y a quand même des humains qui ont l'aptitude de sentir l'eau. Et puis, j'ai envie de parler du handicap d'électrosensible que je suis, c'est-à-dire le monde physique est très différent pour nous, parce qu'on sent tellement de choses que le commun des mortels ne sent pas. C'est dans l'invisible, mais c'est du très sensible, quoi. Et l'électricité, c'est pas de l'esprit, le magnétisme, c'est pas de l'esprit, la radioactivité, c'est pas de l'esprit, mais c'est de l'invisible, et ça modifie le monde. Et donc, avons-nous compris tout ce monde ondulatoire, vibratoire, qui fait que dans Steiner, on parle de monde spirituel. Est-ce que c'est simplement un monde invisible qui n'est pas compris encore par les outils dont on dispose aujourd'hui? Et je crois que c'est encore la sensibilité qui nous amène à le mieux comprendre qu'est-ce que ce monde créé, parce qu'en fait, le Seigneur, il a créé le monde visible et invisible. C'est un seul acte de création. Et puis, si je peux aller plus loin sur la sensibilité, par exemple, les corps décrits par Steiner, ils peuvent être aussi palpables par certains humains. Donc, c'est des enveloppes qu'on peut toucher. Et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres qui voient des auras, d'autres qui sentent des méridiens d'acupuncture? Ça fait partie de la réalité physique d'un corps biologique. Et la matière, c'est de l'atome c'est du vide, c'est d'énergie, et il n'est pas contenu dans un contenant. Donc, il peut être logique qu'un corps que l'on voit par nos yeux ait aussi des harmoniques qui sont moins physiques que celles qu'on voit par les yeux. Donc, en fait, je pose des questions parce que ça croise aussi d'autres approches scientifiques, notamment l'approche quantique. Et justement, qu'est-ce que l'invisible et qu'est-ce que le visible? Pour moi, c'est pas du tout clair, quoi. Et donc, quand Steiner utilise le mot spirituel, est-il bien adapté? Est-ce que c'est simplement de l'invisible physique, quoi, et pas des esprits, et pas des esprits. Donc ça, j'aurais besoin d'en discuter. En fait, là, je vous pose mes questions parce que j'ai envie d'en discuter, pas rester toute seule avec ces questions. Et ces questions aussi, m'interpellent dans le fait qu'il y a d'autres types de rapports au monde. Quand on lit des chercheurs tels que Philippe Bobola, qui est intéressant puisqu'il est à la fois anthropologue, psychanalyste, mais aussi il est docteur en physique et en biologie, donc il croise toutes ces notions. Il s'est intéressé par exemple à la physique quantique, au peuple racine, au peuple premier, et il voit aussi une vision cohérente du monde entre ces sociétés traditionnelles qui ne pensent pas le monde comme le monde occidental, et que finalement leurs croyances sont assez proches de principes de la physique quantique. Donc, il ne nous est pas donné de comprendre le monde tous de la même façon. Donc là, on discute entre Européens du XXe siècle, mais si on prend différentes histoires humaines, on ne va pas comprendre les choses de la même façon. Oui, et donc en plus, il reconnaît que même si la physique quantique est la base de ce qu'on a dans nos poches tous les jours avec l'informatique et nos téléphones portables, finalement, il y a peu de personnes qui en comprennent la substantifique moelle, quoi, notamment dans nos sociétés occidentales, puisque c'est la pensée analytique qui est notre cœur culturel aujourd'hui. Or, les peuples premiers ne pensent pas de façon analytique et donc n'ont pas du tout développé leur civilisation de la même façon. Donc, encore des questions. Donc, je vais plutôt poser des questions. Notre approche occidentale de la réalité matérielle du monde et du relargage dans l'occulte de ce qu'elle n'est plus capable de comprendre est-elle juste? Est-ce qu'on n'a pas à réinvestir l'occulte, c'est-à-dire l'invisible, qui fait partie aussi de la création? Seul notre Seigneur a créé quelque chose. Et l'émergence du concept de science de l'occulte de Steiner a-t-elle été favorisée par une ignorance des réalités invisibles de notre création par la culture occidentale? Voilà, donc ma question. Oui, et quand on regarde finalement le fondement de notre culture occidentale et ce qui motive par exemple l'institution dans laquelle je travaille, qui est très fière de toutes ces unités d'amélioration des plantes qui a fait notre agriculture moderne,
Le directeur, il y a 40 ans, fier de l'institution, faisait un discours. Le processus d'amélioration des plantes a instauré et diffusé dans le corps social une culture scientifique marquée par une sorte de distanciation, d'éloignement et même de rupture vis-à-vis de la nature afin de la connaître, la transformer, l'utiliser. Donc, quelle est la moralité qu'il y a derrière? Est-ce qu'on peut vraiment toujours adhérer à cette façon de voir le monde? Et c'est un processus banal, inhérent à toute démarche scientifique, mais démarche scientifique réductionniste du monde moderne, quoi. Mais néanmoins, il reconnaît que l'amélioration des plantes s'est heurtée à la vision héritée des sociétés paysannes. Et c'est dans ce petit créneau que je travaille aujourd'hui, dans justement cette remise en cause de cette vision scientifique unique du monde vivant, qui est de le transformer, l'utiliser. Et je reviens à Philippe Bobola, les sociétés traditionnelles essaient d'établir avec la nature non pas un bras de fer et la volonté de la dominer, mais au contraire en étant en symbiose avec elle. Ce n'est pas possible pour elles de développer une discipline qui les amènerait à être désynchronisées avec la nature. Et nous, notre culture occidentale a justement fait l'inverse. Ont développé donc à minima l'objet technique, non pas par déficience intellectuelle, mais pour ne pas dénaturer leur société. Donc, c'est pas qu'il faut. L'idée, c'est aussi de regarder. Je pense qu'il est important dans notre façon pour discuter, c'est les différentes approches humaines de vivre dans ce monde. Donc quelques réflexions sur les sciences et leurs origines, quoi. Est-ce on n'interroge pas forcément toujours les origines de nos données scientifiques d'aujourd'hui. Il y a l'homéopathie, peut-être que vous en avez déjà parlé, j'en ai pas. Donc c'est le même débat pour que la biodynamie, surtout que Hahnemann avait quelquefois des propos assez bizarres, assez proches de ceux de Steiner, mais toujours on est toujours dans la même ignorance de la dilution, de la dynamisation sur l'eau. Et actuellement, il y a pas mal de scientifiques, notamment issus de la physique quantique, qui se réintéressent justement à toutes les propriétés de l'eau. Et là, je cite Marc Henry. Ainsi, certains partisans de la médecine conventionnelle prétendent que les remèdes homéopathiques sont élaborés en flagrante contradiction avec les lois de la physique et de la chimie. Et sur le sujet, seules les lois qui sont violées sont celles du cadre de la pensée purement matérialiste. Et il faut prendre toujours en compte cette dualité incontournable, matière-vibration. Un atome, c'est du vide et un mouvement d'électrons, donc à la base, c'est que de la vibration. Et donc, ça donne de la matière qu'on a l'impression qui est solide, mais c'est pareil, la lumière, c'est à la fois onde et corpuscule, donc beaucoup de la création a deux formes, une forme matière et une forme vibratoire. Donc, comment on peut réinvestir toutes ces connaissances qui sont complexes, qui ne sont pas abordables par le commun des mortels, mais comment on peut avancer ensemble pour mieux comprendre tout ça. Donc là, je fais ma petite parenthèse sur la dynamisation, qui est finalement, il faut avoir étudié les différents états de l'eau pour essayer de commencer à y comprendre quelque chose. Donc c'est des scientifiques récents qui se sont collés, donc avec toutes les débats sur les médias qui ont eu lieu, et tous ceux qui se sont collés, ils sont passés de bons scientifiques à des scientifiques bannis, tels que Luc Montagnier, par exemple, qui est quand même un prix Nobel de médecine, et qui, à partir du moment où s'est intéressé au sujet, est devenu un paria. Bon, Denis, n'en parlons pas. Marc-Henri a l'air de s'en sortir, mais Yann Oliveau, que je connais bien, a vraiment du mal à vivre dans ce monde où on ne peut pas reconnaître les différents types d'approches. Donc pour eux, l'eau est quand même un élément très 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 particulier puisqu'elle est partout, elle a différents aspects, liquide, gazeux, sous forme de vapeur d'eau, solide, glace, enfin c'est vraiment le seul élément qu'on trouve partout dans la nature avec des formes aussi diverses. Donc l'eau aussi très particulière parce qu'elle est toujours interfaciale, toujours en contact avec un autre milieu. Et l'eau pure, finalement, ça n'existe pas, il y a toujours des éléments dans l'eau. Donc c'est quand même un élément qui a des propriétés tellement différentes des autres éléments de la nature qu'on peut admettre qu'elle peut être originale aussi sur sa façon d'interagir avec le biologique. Notamment Véronique, il est 25. Il y a déjà pas mal de questions, donc voilà. D'accord, je vais plus vite. Donc, ou voilà, faire un choix. Donc, mais merci.
J'arrive presque à la fin. Voilà. Donc l'eau a des propriétés tellement différentes qu'on peut essayer de comprendre par ces biais qu'est-ce que peut être la dynamisation. Donc si vous êtes intéressé, vous regardez tout ce que j'ai pu mettre comme information, notamment les hypothèses de Luc Montagnier. Alors, je voulais quand même faire un point sur la génétique, hein, avant de conclure, parce que la génétique est reconnue comme une science dont on peut ne pas avoir de doute, mais au moins ceux qui ont découvert l'ADN et beaucoup de gens de génétique sont vraiment anti-religieux. Et par exemple, Crick, je me suis engagée dans la science pour des raisons anti-religieuses, cela ne fait aucun doute, et son collègue, vraiment, on conçoive cette connaissance de la génétique pour imaginer d'avoir les pouvoirs traditionnellement réservés aux dieux et qui deviendront un jour les nôtres. C'est vraiment agir sur le vivant, agir sur la matière. Et les derniers soubresauts de la génétique, avec par exemple le ciseau génétique, le CRISPR-Cas9, c'est vraiment de pouvoir agir à volonté, de modifier les gènes de n'importe quelle cellule à volonté. Le frein majeur de la génétique est levé. Vraiment, on est dans une ambiance de manipuler le vivant et de le détruire. Et ça a été aussi la base de notre agriculture, c'est-à-dire de passer à des variétés complètement pilotées par la génétique pour en faire des facteurs industriels. Et cette science génétique, elle n'est pas questionnée. Alors, elle pilote tout notre monde aujourd'hui. Elle a été vraiment pensée comme un objet de pouvoir. Et aussi, je voulais faire une parenthèse, bon, je vais vite, hein, sur un discours d'un directeur de l'INRA, c'est-à-dire quand ils sortent de leur rôle de directeur, ils ont quand même une vision un peu plus distanciés de ce que l'on fait, et ils reconnaissent que l'émergence au XXe siècle du modèle d'innovation nous a aussi coupé des visions animistes et analogiques du vivant, toujours pour la maîtrise du vivant et une conception utilitariste de son usage et de son devenir. Donc, nos sciences biologiques et nos sciences agronomiques, c'est vraiment pour exploiter, quoi. Donc, avec l'abandon de tout essai en situation réelle, c'est-à-dire tous ces essais randomisés ne correspondent jamais à la réalité, c'est toujours des conditions pour comprendre des choses, mais qui ne sont jamais la réalité du monde. Ce qu'on remet en cause, surtout en agriculture biologique. Et puis aussi, j'ai envie qu'on remette la génétique à sa place pour enlever son pouvoir de domination, parce qu'en fait, on a fait croire que la génétique dominait tout le vivant, et c'est faux, c'est totalement faux. C'est-à-dire l'hérédité est en partie liée à la génétique, mais en partie liée aussi à tous nos processus de régulation, dont le silençage dont je parlais, c'est-à-dire qu'un gène n'est jamais donné pour soi, il est toujours régulé, et même la régulation est héréditaire. Il y a les microbes qui donnent aussi des aspects héréditaires. Donc l'hérédité telle qu'elle est vue et transmise et dans nos médias d'aujourd'hui, c'est faux. Et donc la génétique est devenue vraiment un objet de pouvoir. Et pour moi, j'ai beaucoup plus de doutes scientifiques à partir de la génétique que de la biodynamie. Donc, des invitations pour respecter la création, oui, parce que, là, je vais peut-être passer Philippe Bogola parce que je reviens un peu sur la même chose, c'est-à-dire se respecter le vivant, mais j'ai envie de revenir aussi à Saint-Hildegarde, qui, au XIIe siècle, nous donnait vraiment des conseils très pertinents, notamment tout en donnant à l'homme sa dignité. Il est aussi le seul conscient et le seul qui peut infléchir le cours du monde. Donc, c'est une grosse responsabilité. Elle décrit aussi les principes d'harmonie de l'univers, de l'être humain, et avertissant sur les conséquences de leur non-respect. C'est-à-dire, dans certains écrits d'Hildegarde, on n'est pas très loin de la pensée des peuples premiers. Et on ne peut pas ignorer que Hildegarde est quand même, sur le plan spirituel, une source d'inspiration. Et je pense aussi à notre cher François d'Assise, qui aussi invite à la solidarité, mais un jour il réalise aussi que la création forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle, et il invite aussi au respect de notre mère la terre, notre sœur la lune, notre frère le soleil, et j'ai envie de dire de toutes nos plantes, et arrêtez, on va les embêter. Et là je fais une petite parenthèse sur
sur mon boulot, qui est de faire revivre toutes ces semences paysannes qui sont l'héritage de la sagesse de nos ancêtres depuis qu'on fait de la culture, et en reléguant à l'oubli toute la productivité, tout ce qu'on a pu créer par l'agriculture industrielle, en complète déconnexion avec le vivant. Donc, une question, qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que c'est cultiver des OGM ou pratiquer la biodynamie? Je ne sais pas. Et j'ai envie aussi de conclure avec le pape François dans Laudato Si. L'authentique humanité qui invite à une nouvelle synthèse semble habiter au milieu de la civilisation technologique, presque de manière imperspective, comme le brouillard qui filtre sous une porte. Serait-ce une promesse permanente, malgré tout, jaillissant comme une résistance obstinée de ce qui est authentique. Voilà. Donc, il a presque l'impression qu'il avait déjà conscience qu'en écrivant ce texte, il y a une nouvelle façon de regarder le monde qui est en émergence de la civilisation technologique. Pour moi qui travaille au quotidien, donc je reviens toujours que la création est un acte et essayons de la connaître et à vivre en son sein, mais simplement en la regardant avec amour, et peut-être qu'on trouvera un mode d'emploi plus respectable et respectueux de notre création pour louer notre créateur. Merci de votre attention. La première question qui a été posée concernait en fait les études sur les préparats eux-mêmes pour savoir si on avait cherché à comprendre les mécanismes qui développaient les principes actifs de ces préparats et les effets bénéfiques qu'ils pouvaient avoir. Vous avez beaucoup plus cité des études qui manifestaient les effets, mais Oui. pas tellement sur le processus d'élaboration et de ces principes. C'est vrai que j'en ai trouvé moins, en fait, parce que ça fait appel à des outils très fins, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller à l'expression. C'est l'étude sur la vigne où ils sont allés quand même à extraire les ARN et à regarder la quantité d'ARN en fonction des différentes fonctions pour montrer que ça régulait les différentes fonctions physiologiques. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas de doute, il y avait quand même une régulation fine de l'expression des gènes pour s'adapter. Donc, actuellement, finalement, il y a peu d'études scientifiques qui concernent la raison pour laquelle les préparats favorisent la croissance, la résistance. En fait, c'est en détectant les molécules, les types de molécules, elles sont connues pour leur caractère bioactif. D'accord. Il y a deux types, c'est-à-dire que c'est des types, les molécules type auxine, on connaît depuis longtemps leur action sur la croissance cellulaire, et il y a l'aspect moléculaire, interaction entre une molécule et la croissance des plantes, mais il y a aussi la régulation fine à l'intérieur du végétal, telle que la régulation d'expression des gènes. En fait, il y a deux types d'études qui peuvent être… C'est ça, deux niveaux d'action, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Oui. Et les deux, le peu d'études, disons, on retrouve toujours des effets. D'accord. Il y avait une deuxième question qui concernait le fait de savoir si les premières études avaient été faites uniquement in vitro ou en champ. En fait, vous y avez répondu. Il y a deux. Votre exposé a montré que dans la première partie, c'était plutôt des études de laboratoire, mais qu'il y avait aussi des études en champ. Il y a même des études, il y a une grosse étude, comparaison de vignobles aux États-Unis, en Espagne, une méga étude, et on arrive toujours… Moi, je ne pouvais pas toutes les citer, mais d'accord, quel que soit le niveau, l'échelle sur laquelle on part, on arrive toujours à montrer des choses. D'accord. Il y avait une troisième question qui concernait l'indépendance des personnes qui avaient produit des études manifestant les effets positifs des préparats, qui soulignait qu'un certain nombre de contributeurs étaient en fait très liés à la biodynamie et qui semblaient, d'après ce que j'ai compris, mettre en cause la validité ou plutôt la crédibilité. Alors moi j'avais trouvé… Bon, mais je vous laisse répondre. Dans les équipes, c'est souvent mixte. Effectivement, il y a des gens, mais il faut avoir des gens qui savent faire appliquer les préparations.
Et il y a quand même des équipes de biostatisticiens, il y a des équipes d'analyse moléculaire. En fait, c'est jamais un laboratoire, même s'il y en a un qui est spécialisé qui connaît la biodynamie ou l'agriculture biologique, c'est toujours avec d'autres. On peut pas étudier quelque chose qu'on ne sait pas pratiquer. Ce serait pas plus cohérent d'avoir des résultats d'un labo où ils font n'importe quoi. Oui. D'accord. Le Louis Bock Institute, je travaille avec eux, par exemple, ils sont pas. Là, c'était cette étude avec. Bon, ils travaillent beaucoup pour la bio, mais ils n'ont aucun intérêt financier particulier avec les biodynamistes. Hein. D'ailleurs, la plupart des gens ne connaissent pas la biodynamie. Le Louis Bock Institute, ça m'avait assez choqué, parce que je me dis quand même, c'est des gens qui, au départ, c'était un labo créé pour étudier la biodynamie, et 30 ans après, ils n'en savent plus rien. Quoi. Les jeunes recrutés, ils n'avaient aucune idée de la biodynamie. Oui, puis d'autre part, il me semble que les études donnent des éléments d'analyse qui sont vérifiables scientifiquement, quelles que soient les opinions personnelles des chercheurs qui les ont menées. Ah oui, et puis il y a tellement d'angles d'approche différents, c'est pas une étude par hasard, c'est-à-dire il y en a vraiment peu quand même qui ne trouvent rien. La question sur l'indépendance quand même portait spécifiquement sur Jean Masson, voyage en terre bio. Voilà, il y a quand même aussi des financeurs intéressés par la biodynamie dans... Le voyage en terre bio, ça n'a rien à voir. C'est le Congrès mondial de la bio. D'accord. Et Soins de la terre Soins de la terre. Dans l'équipe de Jean Masson, c'est assez diversifié. Il y a quand même des collègues de l'INRA, il y a un peu de... il y a des gens, des praticiens du monde de la biodynamie, bien sûr. Mais il faut savoir de quoi on cause, quoi. Donc, si on continue sur les questions un peu méthodo, des questions qui... il y a eu une étude, par exemple, en vignoble qui comparait un système biodynamique avec des systèmes biodynamiques avec des systèmes conventionnels. Comment est-ce qu'on peut attribuer des effets positifs aux pratiques biodynamiques quand on sait les écarts qu'il y a de pratiques en général sur la gestion des sols, l'historique des parcelles, etc. Oui, mais c'est justement les limites de la pratique de la recherche agronomique. Bon, j'ai repris ces études, mais c'est bien aussi la critique de ceux qui analysent la biodynamie. En fait, chaque parcelle est unique. Donc, c'est les grandes tendances qu'on peut voir et on ne peut pas dire que c'est précisément tel effet que l'on voit. Disons, il y a quand même des grandes tendances qui montrent tout ce qu'on connaît de la biodynamie, c'est-à-dire favoriser la croissance, la qualité et la vie des sols. Et quel que soit l'angle que l'on prend, c'est toujours les mêmes résultats qui reviennent. C'est vrai que l'indépendance des études revient, c'est une vraie question. Ben oui, mais c'est pareil pour toute l'industrie du médicament. C'est encore pire dans le monde de la chimie et de la génétique. Là, pour moi, pour la plupart de tout ce que je travaille avec de l'argent public, même si je réponds à des appels à projets. Je sais que, par exemple, Louis Bock Institute, qui est le seul que je connais bien, il travaille aussi avec des appels à projets. Et les appels à projets, c'est souvent la Commission européenne, c'est de l'argent public. Et puis, il y a quand même peu souvent des intérêts financiers derrière les praticiens de la biodynamie. Hein. C'est pas ceux qui vont. Je vois pas le. Il faut vraiment dans chaque étude avoir des praticiens pour savoir ce qu'on fait, parce que et puis plus les équipes sont mixtes et plus en fait c'est une validité, c'est s'assurer qu'il y ait des résultats sont suffisamment critiqués pour les tenir pour valables. Et quand on a une publication scientifique, ça passe aussi par un reviewer. Et généralement, les reviewers, il n'y en a pas qui sont du monde de la biodynamie. Hein. Il y en a très peu. C'est des scientifiques les plus courants qu'on puisse trouver, quoi, hein, parce qu'il faut déjà avoir le temps d'être reviewer.
Donc, ça passe par les fourches codines donc de l'éditeur de la publication et de 2 ou 3 reviewers qui sont des scientifiques avec une formation classique. Donc, ils n'ont aucun intérêt à favoriser la biodynamie. Ils analysent seulement si les méthodes ont été bien, si la démarche scientifique est valide ou pas. Puis, à la limite, ouais, je ne pense pas que la question, elle soit là. Ouais, je vois cette question. Certains catholiques pensent que Steiner a été mal inspiré. Mais si ce n'est pas Steiner qui l'avait trouvé, il y a d'autres aujourd'hui mouvements qui travaillent sur les préparations à base de micro-organismes. Il y a d'autres études qui travaillent sur la silice. En fait, si on veut créer une agriculture biologique qui respecte l'environnement, qu'on travaille avec des plantes, on arrive bon an, mal an à des pratiques qui soient pas très loin de la biodynamie. Bon, l'idée de mettre dans... Ah oui, je l'ai oublié cette étude, je pensais vous la mettre. Il y a une étude qui a montré que, en fait, la kératine des cornes avait un effet stimulateur aussi du processus de maturation des préparations. Et les scientifiques avec qui je travaille à Rennes, qui n'ont aucune notion de biodynamie, quand ils ont vu tout l'ensemble des études et que même la corne se justifiait d'un point de vue biochimique, bon, bah, c'est peut-être pas si, comme ils disent, déconnant que ça, quoi, de pratiquer la biodynamie. Derrière, il y a quand même des principes biochimiques qui ne sont pas idiots. Voilà. Mais c'est pareil aussi pour tout ce qui est homéopathie. On peut dire qu'Hahnemann n'était pas forcément quelqu'un de recommandable pour notre vision catholique du monde, mais il y a tellement eu d'inspirations diverses et variées arrivant à la même conclusion d'une pratique homéopathique entre Korsakoff, il y a des Américains, etc. En fait, il y a plusieurs approches avec des inspirations différentes qui arrivent à la même conclusion sur l'étude des hautes dynamisations, des hautes dilutions et de la dynamisation. En fait, c'est des principes du vivant qu'on n'a pas pris soin d'approcher, puisque notre civilisation a pris le choix du matériel, dans une culture cartésienne, et notre monde, on s'est tous embarqués là-dedans, quoi, sans penser qu'il y a d'autres civilisations qui ont regardé le vivant de façon différente, beaucoup plus sensible. En fait, on a laissé le champ libre à plein de connaissances en dehors du monde matériel palpable et visible. Et c'est pour ça qu'on pu se développer des connaissances à partir de personnes telles que Steiner. C'est parce qu'on lui a laissé le champ libre, alors que ce champ d'application de connaissances, d'aider le monde vivant par les plantes, ça fait aussi, c'est biblique, quoi. Le Seigneur nous a donné les arbres, les fruits pour les manger et les feuilles pour soigner. Donc pourquoi pas soigner les sols, soigner la terre, en fait. Mais c'est aussi reprendre en main tout cet aspect de connaissances qui sont complètement désertées par notre culture. Je crois que vous avez abordé un point tout à fait intéressant sur la notion de spirituel, selon Steiner. Et en fait, le spirituel, c'est ce qui n'est pas accessible au sens et ce qui peut-être est aussi au-delà de la compréhension scientifique qu'on a au moment présent. C'est effectivement quelque chose qui m'avait frappé dans la science de l'occulte. En fait, il n'y a pas d'activité proprement spirituelle même pour l'homme, dans la science de Steiner. Ben non, c'est pas spirituel. Pas du tout. Non, il manipule l'invisible, mais l'invisible, voilà. C'est pas du spirituel. Il est encore dans le monde matériel, en quelque sorte. Tout à fait. Et je vous citais les corps. Là, les 4 corps qu'il cite, j'ai rencontré des gens assez sensibles pour pouvoir en faire la forme autour des gens. C'est des harmoniques ondulatoires de notre corps biologique. Oui. Et lui a confondu, comme il y avait un vide, c'est-à-dire le monde de l'invisible est complètement absent de notre culture catholique, et ben il a pris la place en imaginant qu'il y a du spirituel là-dedans. Est-ce que c'était absent de notre culture catholique? Parce que vous avez par exemple cité Saint Hildegarde, bien sûr, qui offre un regard
holistique qui intègre la dimension proprement spirituelle, les dimensions invisibles du monde matériel et ses dimensions visibles, ou est-ce que plutôt l'occultisme ne serait pas le fruit du scientisme? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais bien aller sur ces questions-là pour être plus à l'aise, quoi. Étant moi-même très sensible, il y a des choses, je me dis, bah non, c'est pas du spirituel, je le sens. Ça fait partie du monde créé, c'est tout bêtement, quoi. Pour ce soir, je pense qu'on va rester sur le volet agronomique, mais on reviendra sur ces questions. Je pense qu'on en a discuté. Il y avait une autre question, juste pour l'évoquer, elle pourra être traitée ensuite, sur l'étude des influences du rythme cosmique. Est-ce qu'il y a des études scientifiques? Oui, bah, le rythme cosmique, la Lune a quand même, elle est reconnue depuis toutes les sagesses populaires pour avoir des interactions. Les planètes un peu plus petites, pourquoi elles n'en ont pas aussi, quoi? Et là aussi, il y a peut-être du ménage à faire. Hein. C'est dans l'interaction de tous les êtres entre eux, quoi, y compris les astres. Mais bon, il y a eu quand même des sagesses populaires qui les utilisaient et qui les regardaient beaucoup plus dans les siècles passés. Hein. Mais par contre, elles n'ont pas été étudiées dans les travaux scientifiques? Bah non, parce que là, je suis passée par le filtre. On a le filtre quand même scientiste. Et c'est compliqué de parler de ce genre de choses dans le monde scientiste. Mais ça veut dire aussi que l'utilisation des préparats peut être déconnectée du calendrier zodiacal et donc finalement on sort un peu de la biodynamie. On sort du kit où tout est lié, enfin, où il faudrait tout prendre pour que ce soit efficace. Ouais, mais écoutez, allez voir les praticiens de la biodynamie, il n'y en a pas beaucoup qui intègrent à la fois, parce que c'est pas pratique. En fait, ça rentre pas dans la pratique, c'est-à-dire quand tu dois aller dans ton champ, t'as pas 36 créneaux pour y aller, quoi, quel que soit le zodiaque. Oui. Certains soulignent effectivement que si on veut vraiment tout suivre, ça devient vite ingérable. Oui. Donc, les gens redeviennent pragmatiques. Hein. Dans un raisonnement tel que Steiner a pu le développer, il a suivi sa logique. Mais jusqu'où il faut le suivre dans sa logique, c'est pas nécessaire. C'est ça aussi, il y a tout un travail à faire. Mais pour moi, dans la biodynamie, il y a quand même un équilibre entre le micro-organisme du 500, la silice du 501 et les plantes médicinales des autres qui ont une certaine cohérence pour faire vivre non seulement nos corps biologiques, nous aussi, on a besoin de rectifier nos micro-organismes, prendre aussi de la silice de temps en temps et d'avoir des plantes médicinales. Donc, en fait, je dédiaboliserais la chose et se la réapproprierais parce que il va falloir réfléchir sérieusement et rapidement à quelle agriculture pour manger demain, quoi. Donc, en plus. Et réparer les métaux lourds, réparer les pollutions salées, réparer tout, quoi. Ce que vous dites me réjouit beaucoup parce que finalement, je m'aperçois à travers votre exposé, les études que vous mentionnez, que la science a déjà fait ce travail que j'appelais un petit peu de mes voeux, c'est-à-dire voir ce qui est dans la biodynamie est effectivement positif et découvrir que ce n'est pas quelque chose qui est lié à la pratique anthroposophique. Ah non, ça peut être totalement déconnecté. Voilà. Eh bien, écoutez, nous convergeons. C'est pas de chance que ce soit Steiner qui ait démarré ça, mais c'est tout. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce que certaines études... C'est très, très réjouissant, je trouve. Ouais. Est-ce que certaines études ont été jusqu'à faire leur propre préparation pour que justement on puisse vraiment déconnecter ces préparats de tous les rituels anthroposophiques? Faudrait que je vérifie parce qu'il y en a, s'ils mettent tous les sources de la façon dont ils ont préparé les choses. Mais il y a rituel et rituel. Moi, j'ai vu des gens, allez hop, on met les trucs. En fait, il n'y a aucune connexion. La plupart des gens que je connais ne sont pas connectés à l'anthroposophie. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être un biais, moi. Mais
Ouais, la plupart des gens qui pratiquent la biodynamie aujourd'hui achètent leur préparat. Oui, ouais. C'est ça, mais donc finalement, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut imaginer faire sa préparation soi-même pour la maîtriser et donc dans les vignobles avec qui je travaille, les vignobles avec qui je travaille, ils font leur préparation. Mais alors là, sans connexion avec l'anthroposophie, hein, c'est les vignobles, c'est Château Latour, c'est Château, c'est des gros châteaux et eux, c'est pour l'efficacité. Hein, c'est pas pour, ils en mentionnent même pas sur leurs bouteilles qui font de la biodynamie. C'est simplement pour faire vivre leur écosystème et survivre, dépolluer les sols. Enfin voilà. Ils ne peuvent pas survivre sans des pratiques respectueuses. Donc, ils pratiquent la biodynamie, mais bien déconnectés de l'anthroposophie, je peux vous assurer. D'accord. Très bien. Mais écoutez, non, je crois que le moment est venu et moi, je suis très, très heureux de cette approche qui vraiment me semble. Alors, je vois qu'elle n'est pas partagée par tout le monde dans les Vous pouvez remarques. continuer à poser des questions, hein, qu'on profite de. Qu'on profite, voilà. Il y a quelqu'un qui reproche à votre exposé d'avoir fait abstraction de la dimension spirituelle, alors que je trouve au contraire que vous avez essayé de situer la notion du spirituel selon Steiner et par rapport à une approche philosophique ou catholique. Pour moi, le spirituel, c'est le domaine de notre Créateur. Voilà. C'est vivre avec Jésus tous les jours, accompagné par Marie. C'est pas l'esprit des plantes, quoi, la spiritualité pour moi. C'est vraiment de respect. Voilà, non, c'est du créer, ça fait partie de notre Créateur. Exactement. Et il a créé le ciel, la terre, le soleil, il a tout créé. Il a tout créé. Donc le malin n'a rien créé. Il y a des mauvais usages. Donc c'est à nous de reprendre l'usage de toute la création en connexion avec la divine volonté pour réparer notre planète, quoi, et la rendre habitable pour tout le monde. Et on a un défi, et c'est bien. Voilà, la phrase que j'ai citée de Pape François, je la comprends comme ça, c'est-à-dire qu'il y a au milieu d'aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent quel est notre rôle par rapport à la création, mais toute la création, quoi, et comment on reprend de l'entière responsabilité, mais surtout dans l'amour de notre Créateur. C'est là pour moi le domaine spirituel, c'est le domaine de l'amour. Donc, c'est pas dans le domaine de préparation. Préparation, c'est juste une manipulation du créé, quoi. Oui, ou même l'électromagnétisme du vivant n'est pas du domaine du spirituel. Ah non, du tout. Ça fait partie de la composition des atomes, de leur agencement et comment tout ça est. Absolument. Et en fait, on est tellement ignorant de notre monde créé. On se pense qu'on connaît. Oui, en fait, ça procède de cette erreur de penser que le monde physique s'identifie avec la compréhension que la science en a aujourd'hui. Alors, il y a une autre. Pardon, allez-y. Je vois que quelqu'un fait référence aux êtres élémentaires. Mais les êtres élémentaires, puisque c'est écrit être, même s'ils existent, ils font partie du créé, c'est pas des êtres, même s'ils n'ont pas beaucoup de matérialité, ils sont pas, c'est pas un esprit créateur. Et en fait, pour moi, la discussion, c'est qu'est-ce qui relève du spirituel dans notre vie et qu'est-ce qui relève de l'activité dans le monde créé, quoi. D'autres questions? Steiner aurait-il pu s'appuyer sur des savoirs paysans européens ancestraux ou cela lui a-t-il été inspiré? Je ne sais pas si tu es la mieux placée là pour répondre à ça. Je crois que dans le cours aux agriculteurs, il parle des deux sources d'inspiration. Qu'il a recueilli des savoirs ancestraux et que, d'autre part, il y a des choses qu'il a appris par son savoir occulte. En fait, je crois qu'on aura la réponse, ou des éléments de réponse dans notre prochaine conférence en septembre, justement, sur d'où viennent
d'où viennent les inspirations de Steiner. Parce qu'en fait, il y a des inspirations, si on va regarder Fukuoka, qu'on va regarder toutes les inspirations d'agriculture biologique, même on trouve, bon an, mal an, un peu tous les aspects, quoi. Et il a fait une synthèse, bon, soi-disant inspirée, mais dans le monde depuis la naissance de l'agriculture, je pense que tous les éléments ont dû apparaître à un moment ou à un autre. Et la propriété des plantes qu'il utilise, elles sont aussi connues comme plantes médicinales importantes, quoi, et connues depuis longtemps. Je suppose que Hildegard les connaissait aussi. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Hildegard avait aussi cette connaissance de l'invisible matériel. Oui. Cette fameuse double vision qu'elle a eue déjà depuis toute petite, mais qu'elle n'a jamais réduit et identifiée avec la connaissance du spirituel qui se traduit dans ces trois grands ouvrages majeurs. Ouais, je pense qu'elle peut m'aider. Il faudra que je revienne sur Hildegard. Il faudra qu'on étudie nous aussi Hildegard, je pense. Ça fait partie des pistes pour la suite de la rentrée. Alors, on continue, on a encore un petit peu de temps. Vous venez de citer des châteaux, dont Château-Latour. Quel est le lien entre les pratiques biodynamiques et la régénération des sols, la dépollution des sols? Vous pensez que la bouse de corne et la silice de corne sont plus efficaces que des apports de fumier, compost, NPP? Et en fait, comme ils veulent vraiment avancer, ils ne se limitent pas, ils introduisent la biodynamie, mais ils utilisent aussi les différentes études de compost, même des préparations qui sont dans le commerce. Enfin bon, je les vois bien et ils me demandent de faire le tri avec eux de ce qui est efficace, c'est pas efficace, quoi. Voilà. Donc ils sont très pragmatiques. Et on va travailler en même temps sur le végétal. Mais donc en fait, leur but n'est pas spécialement d'isoler l'effet de l'un ou l'autre, c'est de régénérer leur sol. Voilà, c'est d'avoir une agriculture qui puisse durer, quoi. C'est-à-dire que les ignobles aujourd'hui sont quand même dans des situations, des agrosystèmes fatigués. Et s'ils veulent maintenir leur niveau de qualité, s'ils veulent maintenir une vinification de haut niveau, ils nous ont expliqué qu'il y a 10 ans, ils étaient obligés de changer parce que les nouveaux produits chimiques détruisaient tout, quoi. Et ils se sont rabattus sur les pratiques biodynamiques et de façon très, très pragmatique. Mais par contre, c'est vrai que il y a certainement un risque qu'on pourra aborder peut-être autrement, mais c'est vu qu'ils avancent et que techniquement ils sont pointus, ils sont très proactifs et qu'ils sont labellisés biodynamie, les raccourcis peuvent être vite faits. Et, ils ne sont pas labellisés. Non, ils ne sont pas labellisés, d'accord. Non, non. Donc, même pas la labellisation bio. C'est vraiment c'est technique. D'accord, donc je continue quand même ce risque, donc qui n'est pas chez eux, mais sur le fait que une fois que la biodynamie accrochée ou approchée par des praticiens peut conduire à des cours, enfin voilà, en avant aussi de propositions de formation anthroposophique. Et là, on sort du domaine agronomique qu'on a abordé ce soir, mais il y a quand même un point à creuser aussi. Mais toi, ce n'est pas ce que tu observes sur le terrain. Ah non, sur le terrain, on n'est pas du tout sur ces aspects. Une autre question. Sur quel niveau dans le temps les études les plus poussées ont été testées? Voilà, sur les durées d'études. Celles que je connais, c'est les FEDOC. C'est 20 ou 30 ans avec le FIBEL. Mais comme il y a eu quelques défauts de mise en place de l'essai, il n'est pas aussi valorisé qu'il pourrait l'être, quoi, même après quelques décennies d'études. Est-ce qu'il serait possible de nous faire passer une bibliographie des études pour qu'on puisse justement y avoir accès et comprendre un peu, parce que vous les avez évoqués très rapidement et c'était difficile. J'avais fait un premier cahier avec les résumés, et puis les liens Internet pour aller les voir en détail si vous vouliez aller les voir. C'est toujours ce document-là qui est valable? Oui, je peux le compléter parce que j'ai trouvé d'autres trucs entre-temps. D'accord.
J'ai essayé de les classer, Et puis il y a cet article de synthèse, là, 2006-2017. Moi, c'est en plus de l'article de synthèse qui existe. Je suis pas revenue sur la synthèse qui avait déjà été faite. D'accord. Donc oui, je donnerai le document quand il sera disponible. Ouais, je vais le compléter Et demain dans la journée. Et ton diaporama aussi. Mais à mon avis, c'est même s'il y avait que la moitié des études qui étaient positives, même un quart, c'est se poser la question d'une agriculture qui respecte les écosystèmes et en quoi la biodynamie peut nous aider à avancer, mais pas que, quoi. Je pense que c'est là aussi qu'il faut qu'on travaille ensemble. Moi, mon domaine qui est les semences, si on met des semences issues de génétique hybridée fin et lignée pure passée par les labos, on fait pas de vie du sol, quoi. Les plantes, elles deviennent incompatibles, elles ne savent plus travailler avec les micro-organismes. À la limite, on fait des choses, on détériore nos écosystèmes par ignorance en utilisant des choses issues des sciences modernes, sans le savoir. Il y a beaucoup de bio qui ne savent pas tout ça. Et parce que c'est conçu pour exploiter le vivant, pour faire de la propriété intellectuelle. C'est tout un système qui est déviant, mais jusqu'à la moelle, quoi. Et ça aussi, ça pose question, quoi. Quelle plante, quelle pratique pour être aussi chrétien et aimant de la création en cultivant, mais beaucoup utilisent des pratiques en ignorant leur origine, quoi. Merci Véronique, et je crois que ça fait écho dans notre cœur de journée paysanne qui cherchons ça depuis longtemps, toujours. Ah oui, il y a une nouvelle synthèse à faire. Merci pour votre participation, vos nombreuses questions. On était peu nombreux, mais je ne doute pas qu'on sera écoutés en différé. Père Emmanuel, nous concluons comme on a commencé par nous confier à la Vierge Marie, parce qu'on a bien vu que l'enjeu était, était avant profondément tout spirituel. Oui, c'est très important. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.